arrestation huissier contre Vital Kamere et voir quelques membres de son bureau à la chambre basse du Parlement. Mesdames et messieurs, vous regardez HK6, nous émettons depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'honorable Jean-Louis Kalamba-Guindou. Il est député national, élu de la circonscription électorale de Lubumbashi. Il est fondateur de ADEFAT, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue, monsieur Christian. C'est un grand plaisir de vous recevoir après un long moment, surtout que vous êtes désormais quinois depuis un temps. Non, on est toujours le choix, seulement on est partagé entre les vacances parlementaires, 3 mois dans la circonscription électorale et 3 mois de plénière ou de sessions parlementaires à Kinshasa. On fait avec. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, très heureux de partager le plateau avec vous, mais également bonjour à tous nos amis qui nous regardent et aussi à l'honorable Jean-Louis d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Émile. Honorable, dans quel état vous avez trouvé vos électeurs après avoir passé 3 mois pour les comptes de la session de mars? Oui, nous avons trouvé nos électeurs un peu mieux portants, qu'on les a laissés, avec tant de cris d'insécurité par-ci par-là dans tous les coins de la ville de Lubumbashi, avec tant de coupures d'eau, des coupures d'électricité, ainsi de suite. Donc ça fait que nous avons eu des moments très chaleureux avec nos bases qui nous ont du premier au dernier jour rencontrés, qui ont eu à partager avec nous leurs problèmes, leurs défis, et avec qui nous avons passé tout ce moment où nous devions envisager des nouvelles assignations qu'ils devaient nous donner pour cette session qui commence, la session budgétaire, la session de septembre, afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons être très percutants, très poignants, surtout au vote du budget national, pour que nous donnions à notre gouvernement le moyen qu'il faut pour éradiquer tous ces fléaux. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux en termes de desiderata? On a l'impression que c'est pratiquement la routine. Le problème demeure tel que de mois entiers, des années entières. Oui, les problèmes sont presque les mêmes, mais leur consistance n'est pas toujours la même. Donc nous avons trouvé que la population a des problèmes qui sont fixes, mais il y a des problèmes éventuels, des problèmes conjoncturels qui se posent, pour lesquels aussi nous avons pu rencontrer beaucoup d'autorités au niveau provincial, les autorités sécuritaires au niveau provincial. Nous avons rencontré également les autorités nationales pour voir dans quelle mesure la population devrait avoir satisfaction à tous ces problèmes. Alors, honorable député national, vous avez été déjà provincial. C'est vrai que vous restez dans l'engrenage. Quelle lecture faites-vous justement en ce qui concerne les desiderata de la population par rapport aux réalités du travail parlementaire aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire que l'honorable Kalamba-Guindou est resté droit dans ses bottes par rapport au combat, aux aspirations de la population? Oui, on est resté le même, seulement nous plaidons à des niveaux aujourd'hui différents, à un niveau différent. Nous avons été députés provinciaux pendant la mandature passée. Et à ce niveau-là, nous étions avocats de cette population, nous étions défenseurs de cette population, mais au niveau des autorités provinciales. Mais à ce jour, avec le mandat national, nous les sommes pas seulement au niveau provincial, parce que je vous l'ai dit, pendant nos vacances, nous interagissons avec les autorités provinciales et nous transmettons tout ce que nous avons comme soucis de nos populations qui peuvent trouver solution à leur niveau. Et nous amenons ce qui est du niveau national et avec efficacité. Nous pouvons dire que... Alors, honorable, vos électeurs avaient bien voulu vous voir être tout le temps devant le perchoir de l'Assemblée nationale, prenant parole. Malheureusement, on sent que vous êtes réticent, on vous voit moins. Qu'est-ce qui se passe? C'est le poids du travail ou bien c'est une stratégie
que vous avez adopté pour être beaucoup plus diplomate, comme on peut le dire, au lieu de parler à haute voix comme les autres le font pour le Haut-Katanga quand même? C'est ni l'un ni l'autre, c'est juste savoir que le travail parlementaire n'est pas réalisé devant un micro ou devant caméra ou devant juste le perchoir. Le travail parlementaire, c'est un travail quotidien et c'est un travail au niveau de l'hémicycle qui se réalise en commission. Et votre serviteur a été désigné, pour ne pas dire élu, par ses pairs comme vice-président de la grande sous-commission portefeuille, celle qui contrôle, qui supervise toutes les entreprises du portefeuille, tous les services publics et tous les établissements publics. C'est un grand travail. Nous sommes en train de réaliser l'autopsie de tous ces établissements, toutes ces institutions, afin de pouvoir apporter un changement qu'il faut. Même si le travail reste beaucoup plus focus sur le bureau, dans le bureau, et pas effectivement assez à quoi la population s'attend. Non, mais c'est ça. C'est un travail d'abord de bureau, c'est un travail intellectuel. Nous devons pondre un travail très efficace et c'est sur base de ce travail que nous, en tant qu'élus, nous allons faire des propositions ou faire des contre-propositions au gouvernement afin de pouvoir améliorer la gestion de ces entreprises. Vous avez été élu comme cela par rapport à votre poids politique en tant que président de la DEFAT ou bien Mosaïque UDPS, ou bien c'était par rapport aussi à vos compétences? C'est le deux par rapport à la compétence et par rapport au poids politique. Parce que la commission ECOFIN, c'est l'une de deux grandes commissions. La commission PAJ, la commission PAJ et la commission ECOFIN sont les deux grandes commissions. Parce que dans la PAJ, c'est la politique de la nation qui est supervisée, qui est contrôlée. Et dans l'ECOFIN, c'est les fonds de l'État, la façon dont les fonds de l'État sont gérés, qui est contrôlée. Alors, en tant que membre de l'ECOFIN, surtout dans cette grande sous-commission, mes électeurs ne peuvent que s'attendre à un grand travail de notre part. Et d'ici la fin de cette session, nous aurons à pondre notre rapport d'autopsie de toutes les entreprises, tous les établissements et services publics, et vous verrez de quelle manière ces entreprises pourront être, je peux dire, accompagnées par le Parlement afin que nous résolvions tant de problèmes qui se posent dans ces institutions. Honorable, il y a plusieurs qui estiment que les élus nationaux sont ou seraient complaisants par rapport au contrôle de l'exécutif. Est-ce qu'ici, vous pouvez nous dire combien de contrôles avez-vous? Pas vous singulièrement, mais vous, élus députés nationaux, vous aviez eu à initier durant la session qui venait de prendre fin, la session de mars. Personnellement, pour vous parler d'abord de moi, j'ai eu à initier 10 moyens de contrôle parlementaire. 10, c'est pas peu. Et sur 10, 3 seulement ont été alignés. Pourquoi? Parce que nous sommes à 500. Et à 500, chaque député a ses initiatives, chaque député a ses moyens de contrôle qu'il doit exercer. Tous nous ne pouvons pas être satisfaits au même moment. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi de la lenteur et de la lourdeur dans notre administration. C'est ce pourquoi il y a des pétitions contre le bureau. Parce que le député trouve que notre bureau... Lenteur administrative. Lenteur administrative et un peu de complaisance. Un peu de complaisance. C'est ce pourquoi une frange de nos collègues pétitionnaires ont dû chercher à obtenir le changement à la tête de notre hémicycle pour qu'on puisse avoir... Ce ne serait pas une démarche purement politique qu'administrative comme vous l'évoquez sur ces plateaux? Nous sommes et politiques et administratifs. Donc, c'est la politique qui gouverne tout. Mais, comme vous l'avez dit, vous avez trouvé que les députés étaient complaisants. Parce que nous n'avons pas eu à exercer notre pouvoir de là, vous le reconnaissez. Comme il se doit. Et je peux vous dire, je les reconnais, ceux qui nous donnent ou ceux qui nous taxent des complaisants, ils ont raison. Oh, mais ce ne serait pas une désolation pour ceux qui vous ont donné ces mandats pour un contrôle rigoureux? Je me répète, j'ai dit, c'est ce pourquoi certains de nos collègues veulent voir le bureau partir. Parce que vous pouvez avoir votre initiative de contrôle. Tant que le bureau ne l'a pas validé et ne l'a pas aligné, c'est un contrôle qui est mort. Alors, honorable, aujourd'hui,
vous avez vu depuis le début de la session passée, c'est vers le dernier mois que vous avez vu des ministres et des mandataires défiler devant l'hémicycle pour ces contrôles parlementaires. C'était pour tromper la vigilance, pour dire qu'on a quand même fait quelque chose. Pas tromper la vigilance, mais il fallait qu'on secoue un peu le bureau. Et nous voulons avoir un bureau qui est prompt à pouvoir agir. Lorsqu'il y a une question qui se pose, un ministre tel du secteur doit être interpellé. Interpeller un ministre ne veut pas dire le couper la tête nécessairement. C'est obtenir de lui des réponses, parce que la population attend ça de nous. Et nous n'allons pas accepter d'être taxés de complaisants par notre population, alors que c'est le bureau qui doit nous faciliter la tâche, qui doit convoquer pour nous ces mandataires, qui doit convoquer pour nous ces ministres et ces chefs d'institution pour qu'ils puissent répondre à ces devoirs de redevabilité devant la population. Alors, honorable, on sent que vous partagez la démarche avec les députés pétitionnaires, mais pourquoi ce réveil tardif? Non, il n'a jamais été tard. Nous ne sommes qu'à la deuxième année de notre mandature. Ce n'est pas tardif. Il n'a jamais été tard pour bien faire. Est-ce que c'est opportun, justement, cette démarche, elle est opportune au regard de tout ce que nous avons comme situation politique à moins que vous préfériez que nous attendions jusqu'à la fin du mandat pour qu'on puisse se réveiller, et là, la population nous taxerait réellement des complices. Donc, il n'a jamais été tard pour mieux faire. Et nous pensons qu'une année et demie, c'est largement suffisant pour que le bureau réponde aux besoins de ces pères, de ceux-là qui les ont, ou ceux-là qui ont jeté leur dévolu dans le membre qui dirige. Donc, signer une pétition contre un membre de bureau, cela ne veut pas dire qu'on lui en veut. C'est juste qu'on veut à ce qu'il soit plus efficace, qu'il soit plus redevable. Donc, ne pensez pas que du fait qu'il y a une pétition, nécessairement, ces membres de bureau vont quitter le perchoir. Vous avez parlé de la lenteur administrative. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'unique élément qui motiverait pratiquement le pétitionnaire pour voir la tête de Caméré être mise à l'écart? Je répète, je ne suis pas pétitionnaire. Mais vous soutenez quand même la démarche? Non, je ne soutiens pas ou je ne refuse pas de soutenir. Je suis parlementaire. J'exercerai mon droit quand il s'agira de voter. Vous n'êtes pas encore contacté par les pétitionnaires? Non, on est contacté de tout part, de tout bord. Oui, mais votre position? Votre position? Non, c'est laquelle? Ma position, je ne la donne pas devant un micro parce que j'ai dit ce n'est pas mon initiative, je ne suis pas pétitionnaire. Mais lorsque je devrais exercer mon droit en tant qu'élu pour pouvoir me prononcer si oui ou non je suis contre ou pour la pétition, je le ferai et ça sera par un vote. Et de manière clandestine, pour que les gens publics ne sachent pas réellement de quel parti serait l'honorable. Les plénières sont publiques, le vote se passera à main levée et ça sera de façon publique ou ça sera par un bulletin. Tout le monde saura que la majorité des députés ont voté pour un oui ou pour un non. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, je l'ai dit, mais je vais parler au conditionnel. Il y a plusieurs griefs qui seraient reprochés à notre bureau. Entre autres, ce que moi, je peux confirmer aussi, c'est cette lenteur administrative dans l'alignement de nos questions ou de nos moyens de contrôle, d'une part. D'autre part, c'est un peu ces rôles protectionnistes ou protecteurs. On considère que notre bureau protège plus le membre du gouvernement. Certains ou tous? Parce que vous avez sacrifié il y a peu le ministre de la Justice. Mutamba qui est parti. Est-ce question de mot d'ordre ou de manière rationnelle vous dites? Il n'y a personne qui a été sacrifié. Vous allez vous rappeler que Constant Mutamba n'est pas le premier membre du gouvernement qui se présenterait devant la justice. Donc nous avons levé l'option dans notre plénière. Toutes les fois que la justice a besoin de l'un d'entre nous ou un des membres du gouvernement pour justifier sa gestion, on ne le livre pas, mais on lui permet à ce qu'il puisse lui aussi se défendre. Parce que ne pas le livrer, c'est en d'autres termes le garder dans les flous. Or, vous reconnaissez que le bureau serait en train de protéger quelques-uns. S'il vous plaît, c'est deux choses différentes. J'ai dit ceci. Depuis un certain temps, depuis le début de cette législature, Mutamba n'est pas le premier à se présenter devant la justice. Nicolas Kazadi était le premier, membre de l'UDPS, membre de l'Union sacrée, mais lorsque la justice a eu besoin de lui pour l'auditionner, pour mener des enquêtes sur lui, la même assemblée que nous sommes, nous l'avons
présenté devant son juge naturel ou devant le procureur. Alors, et là, ce n'était pas l'acharnement, et là, ce n'était pas une livraison à l'abattoir. Et là, vous aviez salué la promptitude du bureau de l'Assemblée. Oui, c'est parce qu'il y a eu aussi pression. Les députés ont fait pression. Lorsque le réquisitoire est tombé, on a dit on ne va pas traîner. Dans 48 heures, le réquisitoire a été lu. Une commission a été mise sur place. Nous avons auditionné le procureur, nous avons auditionné les collègues Nicolas Kazadi et nous avons autorisé à ce qu'il puisse aller se justifier devant la justice. Honorable Jean-Louis. Pour Constant Moutamba, comme vous le dites, ça a été la même démarche. Le procureur lui reproche des choses que lui a acceptées en partie. Pour d'autres, il a trouvé que c'était des erreurs, des fautes administratives. Et nous avons trouvé qu'il est de bonne loi que nous puissions permettre à ce que la justice de notre pays puisse être rendue en faveur ou en sa défaveur. Ça, ce n'est pas notre problème. Il y a séparation de pouvoir et l'Assemblée n'est pas une caisse à résonance qui doit jouer le rôle de protecteur de certains parmi nous ou de ceux qui dirigent. Alors, honorable, vous êtes député national, parlons un peu franchement par rapport à cette question, disons, de cette pétition contre Vital Kamerhe. Vous ne voulez pas, pourquoi ne voulez-vous pas aborder en face des vraies raisons? D'après plusieurs, l'on pense que ce sont des positions tranchées de Vital Kamerhe qui lui aurait mis en défaveur avec le chef de l'État, la raison pour laquelle les députés veulent son départ justement parce qu'il n'a pas parlé le même langage avec le chef de l'État. Est-ce que c'est le cas? Je vais d'abord vous rassurer que lors de notre dernier congrès, Vital Kamerhe était en dehors du pays à la convocation, mais il est rentré très vite et il a participé au congrès. Pour vous dire, ça signifie quoi? Il est avec nous. Il partage la même vision de l'union sacrée que nous. Mais là, nous sommes en train de traiter une question parlementaire. Ce n'est pas le chef de l'État qui a fait de Vital Kamerhe président de l'Assemblée. Mais il était son candidat privilégié, c'est le même Vital qui l'avait dit. Non, non, c'est pas ça. Parce que s'il était le candidat les vidéos sont là, ça existe. S'il vous plaît, Vital n'a jamais dit ça. Je suis membre de l'Assemblée nationale et je sais de quoi je parle. Vital n'a jamais dit ça parce que si tel était le cas, il ne passerait pas aux primaires. Il y a eu primaire pour la première fois dans cette République et 3 candidats se sont présentés, Vital Kamerhe, Mbosso et Bahati, et Vital a été élu par nous parce que nous avons pensé qu'avec lui, nous aurons une nouvelle façon de diriger les choses à l'hémicycle. Mais pour le moment, on lui reproche de beaucoup de choses. Pas sur le plan seulement politique. Parce que parmi ceux qui vont voter, tous ne voteront pas oui ou non seulement par rapport à la gestion administrative, mais par rapport à la politique. On ne peut pas dissocier cela. Nous sommes politiques et nous sommes acteurs politiques. Nous devons nous assumer par rapport à ça. Mais la pétition telle qu'elle est présentée, elle présente d'abord des fautes ou des erreurs administratives et parlementaires commises par les membres du bureau. Et je vais vous étonner, ces pétitions visent tous les 7 membres du bureau. Non, mais peut-être que c'est un arbre qui cache la forêt, on veut juste la tête de Vital Kamerhe. Et je vous informe qu'à ce jour, on peut toujours associer les autres. Je vous informe qu'à ce jour, 5 membres du bureau sont déjà dans le critère pour pouvoir être interpellés. Parce que leur pétition a déjà recueilli plus de signatures que prévu par le règlement. 5 membres sur 7. Et pour les 2 autres, les signatures continuent. Donc, il n'y a pas... ce n'est pas une question politique d'abord, c'est une question parlementaire. On a vu le président de la République. S'il vous plaît, nous députés, nous avons beaucoup à reprocher à ce bureau. Je vais vous faire mal. Il y a un collègue qui a perdu il y a 1 mois sa femme, juste parce que le bureau n'a pas payé les frais, les soins de santé de la femme d'un collègue. Mais du moment où il n'y a pas de frais de fonctionnement, comme Kamerhe le dit, alors qu'est-ce qu'il devrait faire? Le bureau devrait faire quoi, honorable? Alors c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez dit. Voilà pourquoi nous appelons, le président Kamerhe sera appelé devant la barre pour se justifier et pour montrer... Et puis honnêtement, honorable député qu'il n'y a pas réellement les frais de fonctionnement et qu'il n'a pas le moyen de pouvoir fonctionner. Mais si tel est le cas, on démissionne en tant que responsable. Lorsque vous n'avez pas le moyen de votre politique, vous démissionnez. Honorable, vous illustrez le cas de votre collègue qui a perdu sa femme. Il n'y a pas que ça. Hein? Non, mais entre nous, soit dit, est-ce que votre collègue peut simplement manquer de moyens en tant que député national? Ce n'est pas une stratégie de
noyer simplement Caméré? Vous avez quand même le frais de fonctionnement, honorable. Oui, c'est parce que vous pensez que les députés gagnent beaucoup d'argent et qu'ils ne peuvent pas manquer l'argent pour se faire soigner. Et c'est ça ce qui est distillé dans l'opinion nationale. Donc si vous connaissez combien touchait un député national, vous saurez qu'avec tout ce qu'il a comme dépenses pour sa base, c'est normal. Vous dépensez aussi pour vos bases. Mais si vous ne le faites pas, comment vous serez donc vous entretenez envisagé par donc ils sont entretenus je ne peux pas accepter que pécuniairement. Je ne peux pas accepter que chez moi je mange, que mes enfants étudient et qu'un chef d'une de mes bases de la Katuba ou de Kamalondo vienne chez moi et me dise mes enfants ne savent pas étudier, que je lui dise non, c'est pas mon problème. Donc là vous avez une forte responsabilité. Donc, alors je suis élu par plus de 10 000 le choix et rassurez-vous combien je dois évoluer dans le social. Ce n'est pas pour rien que nous avons créé une fondation pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons canaliser et aider cette population quant à ce. Mais ça, ce n'est pas la mission d'un député. Heureusement, vous le comprenez. C'est une culture qui gangrène notre société, mais ce n'est pas notre mission et nous ne pouvons pas non plus nous résigner derrière nos missions régaliennes et ne pas assister notre population. Alors, honorable... Nous n'allons pas accepter que notre bureau ne nous aide pas à pouvoir mieux prendre en charge nos dépendants, parce que c'est réglementaire et c'est constitutionnel. Prendre en charge les soins médicaux d'un député ou de ses dépendants, c'est constitutionnel, c'est réglementaire. Mais lorsque le bureau ne sait pas le faire, ce n'est pas pour un seul cas. Nous avons perdu beaucoup de collègues, à 2 ou à 3 déjà, au cours de cette législature. Faute de moyens. Faute de moyens. Soit ils sont partis pour les soins à l'étranger, ça a pris autant de temps que possible et l'argent n'a pas suivi. Et à l'étranger, on ne vous soigne pas, ce n'est pas de la charité. On vous sort de l'hôpital parce que vous n'avez pas payé. Et ça, ce sont des choses qu'on ne veut pas dire devant le micro comme tel, mais c'est autant. Nous avons des assistants. Mais le frais, où vont-ils concrètement? Nous avons des assistants parlementaires qui totalisent à ce jour plus de 8 mois d'arriérés. Ils ne sont pas payés. Mais je ne peux pas être efficace si mon assistant parlementaire ne s'est pas mêlé à des tâches administratives. Ils ne sont même pas reconnus. Tout ça, c'est Caméré. À ce jour. Pas Caméré, je parle du bureau. Voilà. Si oui, le bureau, sur la chaise d'une personne, voilà. C'est le bureau. Alors, honorable, justement... Donc, il y a plusieurs griefs, plusieurs revendications des élus nationaux pour lesquels ils pointent notre bureau pour responsable. Et ça n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est parlementaire. Et par rapport à cela... Mais vous ne pouvez tout de même pas dissocier l'aspect politique à l'aspect parlementaire. Les deux vont de pair, tout de même, honorable. Non, non, jusque-là, ça ne va pas de pair. Lorsqu'il sera question politique, nos familles politiques vont entrer en jeu et on discutera de la question politique. Mais à ce jour, je vous rassure, Vital Caméré est en odeur de sainteté avec sa famille politique, qui est l'Union Sacrée. Et la question ne constitue-t-il pas une menace, surtout que les élections de 2028 approchent? Faudra-t-il y réfléchir? Nous sommes à une année et demie des élections qui viennent de se dérouler. Vous envisagez déjà 2028. Mais vous, le politique, vous êtes rapide. C'est la projection quand même. Vous êtes rapide. Donc, mettez votre mal en patience. Il y aura des plénières qui seront convoquées quant à ceux, et c'est public. Vous entendrez Vital Caméré et sa bande et sa cohorte être accusés par ses pairs. Et vous verrez Vital Caméré et les autres membres du bureau se défendre. Et à l'issue de cette défense, il y aura un vote qui va sanctionner cela. Mais ce n'est pas la fin du monde. Comme je vous ai dit, pour que Vital Caméré et les autres membres du bureau soient élus, il n'y a pas eu mot d'ordre politique. Moi, dans ma famille politique, j'ai des gens qui ont voté pour Mbosso, j'ai ceux qui ont voté pour Caméré et ceux qui ont voté pour Bahati. Mais Caméré a réuni le plus de voix. C'était par manque de coordination, d'action, ou bien c'était juste... C'était la démocratie qui règne au sein de l'Union Sacrée. Il n'y a pas de mot d'ordre quant à ça. Il n'y a pas de mot d'ordre. Est-ce que, ça, je peux vous rassurer. Honorable, entre nous soit dit, vous pensez que cette démarche parlementaire initiée profiterait à vos électeurs, alors que vous parlez d'une démarche administrative? La population, vous l'aviez d'ailleurs dit sur ce plateau, vous attend beaucoup plus dans l'aspect où leurs désidérata peuvent prendre forme. Mais vous, vous militez sur le bureau, et qu'est-ce que la population tirera comme bénéfice? C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives parlementaires, beaucoup d'initiatives de contrôle, que les députés trouvent qu'elles sont gérées par le bureau en complaisance
ou un protecteur du gouvernement. Ou de Donc la population n'y est pour rien. C'est vous, c'est les conditions de vie et tout ça. Vos électeurs, finalement. Apparemment, vous ne voulez pas me poser des questions pour que je vous réponde. Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. J'ai dit, d'entendre la première des revendications des députés, c'est leur action parlementaire. C'est leurs initiatives parlementaires. C'est leur action en contrôle parlementaire qui est, en d'autres termes, étouffée. Nous ne sommes pas élus pour aller acclamer à l'Assemblée ou pour aller recevoir les émoluments. Nous sommes élus pour contrôler l'exécutif, pour contrôler les mandataires publics. Mais lorsque j'amène 10 actions parlementaires, lorsque j'amène 10 moyens de contrôle et que sur les 10, un seul moyen passe et les 9 autres tombent en désuétude. On rappelle. Vous pensez que moi, député, je vais être d'accord avec ce bureau? Non. On rappelle. Donc, je vais que trouver qu'on trille par-ci par-là des questions qui ne sont pas tellement sensibles et qui peuvent être balayées par les membres du bureau ou par le mandataire, et que des questions cruciales sont étouffées. On rappelle. C'est un des griefs pour lequel le bureau caméré est appelé à partir. Alors, honorable, dites-nous sincèrement, c'est connu de tous, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est vous qui gérez l'exécutif quand je parle de vous, c'est-à-dire l'Union sacrée. Or, vous décriez les attitudes du bureau. Peut-on dire que ceci nous renvoie à cet adage qui dit « les loups ne se mangent pas entre eux » ? En tout cas, je ne comprends pas cette question. Je suis majoritaire, je suis de la majorité. Cela ne veut pas dire qu'un ministre de la majorité, un mandataire ne peut pas être contrôlé. Alors, quel est mon devoir envers la population? Ou bien en quoi je suis redevable à la population qui m'a élu? Elle m'a élu parce que le bureau vous étouffe à mieux faire. Alors, si vous comprenez les choses de cette façon-là, laissez les parlementaires actionner leurs mécanismes prévus dans le règlement intérieur. Lorsqu'ils sentent que le bureau ne facilite pas la tâche par rapport à leur devoir, à leur mission régalienne, et qu'ils ne veulent pas être complaisants avec la gestion qu'ils trouvent ne pas être orthodoxe de par certains ministres ou par certains mandataires, c'est de la responsabilité des élus. Alors, qui ont élu ce bureau de pouvoir demander des comptes au bureau. Donc, signer une pétition contre un membre de bureau n'est pas nécessairement lui couper la tête. C'est lui demander de rendre compte de ce mandat qui lui est donné. Est-ce que vous nous avez facilité le contrôle parlementaire? Est-ce que vous avez convoqué pour nous autant de ministres, autant de mandataires sur des griefs qui leur ont été reprochés? Est-ce que vous avez aidé le député à être en bonne santé pour qu'il puisse mieux mener son action parlementaire? Ça fait partie des devoirs des membres du bureau. Et lorsque le député trouve que son bureau a péché à ses devoirs, ce bureau a péché au respect du règlement intérieur, c'est de bonne loi qui est. Alors, honorable, parce que on lui demande des comptes. Donc, il faut que nous ayons cette culture de pouvoir rendre compte, de se sentir redevable à tous les niveaux. Lorsque vous avez un mandat, que le mandat soit public, que le mandat soit sectoriel, vous devez rendre des comptes. Et lorsqu'on vous demande des comptes, on ne vous en veut pas. C'est juste. Oui, parce que vous parlez que le président Vital Kamerhe, avec son bureau, ont eu n'est pas à vous rendre un grand service, justement par rapport à ce qui concerne l'alignement de plusieurs questions orales. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce fait de société où certainement vous êtes en train de lire beaucoup de commentaires dans le chef de la population. On pense qu'aujourd'hui, faire tomber Vital Kamerhe serait une erreur politique parce qu'il est un peu le cordon de l'espace soit uniforme au niveau national. Qu'est-ce que vous en dites? Et de deux, les pétitionnaires ont été également tabassés pour la plupart. Est-ce que ce sont des menaces? Jusqu'où cette pétition? Quelle chance accordez-vous, voyez-vous? Est-ce que ça pourrait tenir ou pas? Non, les pétitionnaires ont été interpellés, si je peux le dire. Nous avons une mauvaise culture dans notre pays. Lorsque vous êtes interpellé, vous criez à l'acharnement, à un enlèvement. Non, ce n'est pas un enlèvement. Ils ont été interpellés parce qu'il y avait soupçon de corruption. On a soupçonné certains pétitionnaires de remettre de l'argent à leur père, à leurs collègues pour signer la pétition. Et il était normal que le service s'en rende compte. Le service se sont rendus compte justement avec des visages cagoulés et ainsi de suite? Non. Vous pensez que c'était de la bonne manière? Ce n'est pas ça et ce n'est pas la bonne information.
Donc ce sont mes collègues, je peux vous dire ce qu'il y a eu. Ils ont été interpellés, tous, que ce soit ceux qui se constituent dans le camp des pétitionnaires ou ceux qui sont anti-pétition, qui étaient réunis dans 2 quartiers généraux différents. Tous, ils ont été interpellés. Et après qu'on ait examiné les circonstances de leur interpellation et les motifs de leur interpellation, tous ont été relâchés. Et je vous informe qu'à ce jour, les pétitions continuent à être signées. Et alors, visiblement et à l'œil nu. Par rapport à la fragilité politique, ce n'est pas un coup de balle que l'Union sacrée se pointe dans l'eau. L'Union sacrée n'est pas une caisse à résonance du chef de l'État pour nous dicter ce que nous devons faire. Et l'Union sacrée n'est pas non plus une blanchisserie pour que ceux-là qui sont médiocres dans leur gestion puissent se réfugier derrière les slogans appartenance à la majorité et ne pas rendre compte. Il y a eu une réunion interinstitutionnelle hier avec le chef de l'État, Vital Kamerhe a parlé. Vous pensez que, est-ce que les angles seraient arrondis dans le sens de trouver la paix? Il y a eu une réunion interinstitutionnelle, Vital Kamerhe a fait le compte rendu, il n'a pas parlé de la pétition. Et je vous informe jusque ce matin, les pétitionnaires continuent à signer leur pétition. Les anti-pétitionnaires continuent à signer leur motion de soutien. C'est la vitalité démocratique, les choses continuent. Honorable, les localités continuent à être sous contrôle de rebelles. Dans la partie Est, plusieurs localités. Aujourd'hui, vouloir la déchéance de Vital Kamerhe et son bureau, et même au niveau du Sénat, pensez-vous que ça ne peut pas nous conduire à une déstabilisation qui, peut-être au finish, ne sera pas maîtrisée? Lorsque nous avons élu Vital Kamerhe, président de l'Assemblée, ça n'a pas calmé la guerre à l'Est. Son village natal a été occupé par le rebelle. C'est aujourd'hui qu'il peut être, je ne dis pas d'une possibilité, qu'il peut être déchu de ses fonctions, que son village va être libéré. Pourquoi nous voulons faire un raccordement frauduleux? Nous avons une question parlementaire, laissez le parlementaire gérer. Mais il y a aussi une question d'opportunité. C'est aux parlementaires de juger l'opportunité. Parce que nous avons le mandat de la population. Il n'y a pas une personne de mes bases qui m'a donné mandat d'aller élire Vital Kamerhe ou de ne pas l'élire. Je l'ai fait en âme et conscience. Donc si aujourd'hui en âme et conscience, je peux voter pour son maintien ou pour son départ, c'est le mandat que la population m'a donné. Et comment comprenez-vous que la même démarche... Vouloir politiser la pétition qui est une procédure réglementaire et normale. Et comment... Une norme parlementaire, ça fait mal. Honorable, comment comprenez-vous que la même démarche soit similaire à la Chambre haute du Parlement, comme tu dirais, vous étiez réunis avec les sénateurs pour vous décider de... Pour votre information, ça c'est la deuxième vague au niveau du Sénat. Le président du Sénat a déjà été visé par une pétition. Cette fois-ci, ce sera la deuxième fois. Et vous n'étiez pas informé peut-être. Vous n'avez pas fait bruit par rapport à ça. Et là-bas, votre vœu est de voir aussi Sama Lukonde sauter. Et je veux aussi vous étonner que cette pétition contre Vital Kamerhe ne daterait pas de cette plénière ou ne daterait pas de cette session parlementaire. Mais qu'est-ce qui a précipité les événements? Il y a plus de 2 sessions parlementaires. À peine qu'il a été élu, il y a une pétition qui était en gestation. À peine élu, et puis voilà, vous ne voulez plus de l'animateur. Et vous ne voulez pas entendre parler de l'acharnement. Alors tant que c'est nous qui l'avons mis, sans que nous vous ayons demandé votre avis, vous nous laissez faire notre travail. Alors pourquoi, honorable, évitez de vous acharner sur les élus, sur une question qui relève... Non, on aimerait juste avoir la lumière. Non, là vous, pas de l'acharnement. Là vous ne cherchez pas la lumière, là vous vous acharnez sur les élus. Donc c'est une question parlementaire. Lorsque nous avons voté pour le bureau, il n'y a pas eu acharnement, il n'y a pas eu mot d'ordre donné à qui que ce soit. Les élections ont été exécutées, ont été réalisées en toute démocratie et il y avait plusieurs candidats, c'est ceux-là que nous avons élus. Alors, rappelez-vous que Constant Moutamba a perdu les élections face à Honorable Inamisi de 9 voix seulement. Sinon, il serait rapporteur adjoint au sein de l'hémicycle. Donc là, il n'y avait pas acharnement. Donc la démocratie règne au sein de notre Chambre et laisser les députés pouvoir exercer leur mandat et leur droit comme il se doit. Honorable, vous êtes de l'Union sacrée, on sent
principalement que les porteurs de cette pétition, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, sont soit membres de l'UDPS, qui est le grand parti politique présidentiel, notamment avec l'honorable sénateur Idrissa, qui a eu à parler de la pétition, mais également, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a également, si ce n'est pas un membre de l'UDPS qui est là-bas pétitionnaire, soit c'est un membre de Mosaïque. Pourquoi on sent seulement que tout se resserre autour de l'UDPS? Pour votre information, honorable Idrissa n'est pas pétitionnaire. Il a été interviewé par un journaliste, comme vous le faites, sur ce qu'il pensait de cette pétition, et il a donné sa position pour. Ce n'est pas lui l'initiateur de la pétition. Donc allez vous rassurer et vérifier les signateurs, ou vous verrez quand la pétition serait présentée devant le bureau ou devant les députés, vous verrez qui va porter cette pétition. Ce n'est pas un membre de l'UDPS. Mais alors, et c'est là et la même chose au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Chambre haute. Les pétitionnaires ne sont pas tous de l'UDPS, ou les initiateurs de la pétition ne sont pas de l'UDPS. Vous serez étonné, lorsque la liste sera divulguée, vous verrez qu'il y a même les gens de la famille politique de Vital Kamerhe qui ont signé la pétition. Et comment vous voyez la gestion des ambitions de ces animateurs, pas de moindre, au sein de l'Union Sacrée, la tête de Bati, que dis-je, de Vital Kamerhe sollicité, au Sénat, celle de Sama Lukonde. Comment, à l'interne, vous comptez gérer leurs ambitions pour qu'il n'y ait pas de frustrés de manière... Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la gestion des ambitions. La gestion des ambitions, c'est juste après les élections. Nous avons géré leurs ambitions. Voilà pourquoi ils sont à la tête de ces institutions, avec des missions. Et aujourd'hui, le président Sama, je vous dis, il n'est pas à sa première tentative d'être déchu. Il s'est toujours bien défendu devant ses pairs et il a toujours balayé des revers de main toutes les accusations portées contre lui. Et je suis sûr que dans cette procédure, il va sortir victorieux. Ah bon? Vous y croyez fermement? Le président Kamerhe, c'est sa première tentative. Je crois en ses capacités de pouvoir mieux se défendre. Mais votre vœu est de le voir les Américains invincé. Alors, ne me dites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, vous êtes ici à Lubumbashi, vous avez trouvé la situation au niveau du gouvernorat. On parle pratiquement d'un dossier en même temps politique, administratif. Comment vous vous êtes d'abord imprégné à ce niveau-là? Oui, je ne me suis pas imprégné du dossier à partir de Lubumbashi, parce que à partir de Kinshasa où nous sommes, nous avons eu à interpeller le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il puisse nous parler de ce que de la situation au niveau du gouvernorat de Haut-Katanga. Nous avons été en pourparlers, pour ne pas dire en réunion, nous avons convoqué le gouverneur empêché, Jacques Yaboula. Il demeure empêché, en étant Kinshasa, oui. Nous l'avons interpellé au sein du caucus, nous l'avons entendu, nous avons parlé avec le gouverneur Aïe Kazembe, nous avons été avec le bureau de l'Assemblée provinciale et nous sommes imprégnés de ces dossiers. Tout ce que je peux dire à la population, c'est d'attendre que le service fasse leur travail. Une fois que le service du ministère de l'Intérieur aura fini, il va nous donner les conclusions et nous pouvons... Au regard des éléments mis à votre disposition, croyez-vous au retour de Jacques Yaboula et occuper ses fonctions? C'est difficile que je vous réponde à cette question parce que je n'ai pas encore les conclusions du ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps? Pendant ce temps, la province est dirigée par un intérimaire, conformément à la Constitution, conformément à la loi sur la libre administration des provinces, et la vie en province continue. Et votre vœu serait celui de voir Yaboula retourner en province ou de voir Kazembe continuer, et voilà, à responsabiliser cette province stratégique? Mon vœu serait de voir ma province être bien dirigée. Par qui? Par Alain Camille ou par... non, décédé. Mouchampa, par Mouchampa ou par... Émile Mouyaya, Émile, tout le monde. Mais pourvu que la gestion soit sur qui ils auront à jeter leur dévolu
pour autant que la province... On vous sent très réservé. Exact, honorable, on vous sent très réservé sur la question, alors que le caucus de députés du Haut-Katanga, on vous attendait justement à prendre ce problème à bras le corps. Aujourd'hui, ce n'est pas une partie de plaisir de voir une province telle que le Haut-Katanga vivre ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle vit? Maintenant. Qu'est-ce qu'elle vit à ce jour? La province est dirigée, il y a un gouverneur ad intérim qui dirige la province, il y a un gouverneur qui est empêché, qui est à Kinshasa dans une consultation. Mais nous avons vu un caucus prêter main forte à Martin Kazembe. Est-ce que cela présagerait que la page Kiaboula serait tournée? Je vous dis que nous avons, avant de rencontrer le gouverneur Kazembe, nous avons été avec le gouverneur Kiaboula. Peut-être ça n'a pas été... comment je peux dire, médiatisé, mais nous avons été avec lui en premier. Nous avons parlé avec lui. Il est empêché, il ne dirige pas la province à ce jour. Il était de bonne loi que nous venions aussi rencontrer la personne qui dirige la province au quotidien. Alors, par rapport à ça, nous avons rencontré également le VPM et nous attendons les conclusions des services du ministère de l'Intérieur. Une fois que cela est rendu public et que il y a une décision administrative ou politique qui sera prononcée, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous également nous prononcer. Honorable, peut-être sur cette question-là, je vous relance. Pas de triomphalisme, pas de complexe d'avoir perdu. Nous disons que la province va marcher et doit marcher. Honorable, peut-être qu'on n'est pas allé dans le fond du dossier. Le gouverneur titulaire étant empêché et ayant une consultation à Kinshasa, au moment opportun, nous aurons à nous prononcer là-dessus. Peut-être, honorable, vous êtes regardé par votre base. Aujourd'hui, beaucoup de spéculations autour de cette question. Vous êtes au parfum de tout ce qui se passe, justement. Quels sont les quelques éléments, peut-être, qui sont reprochés au gouverneur? C'était son départ, son retour. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ou son discours, le 30 juin. Le 30 juin, alors, qui serait à la base? Je suis très mal placé, n'étant pas le supérieur direct du gouverneur Kiaboula, n'étant pas celui-là qui le gère au quotidien. Le VPM a fait son point de presse, il a parlé de la question. Je suis sûr que ça a éclairé plus d'un et nous tous nous sommes confiants et nous pensons que la province va être très calme comme elle est à ce jour et que dans les jours qui viennent, la quiétude sera totale et notre population va pouvoir vaquer à ses occupations très librement et de la façon la plus satisfaisante. Et par rapport à la mairie de Lubumbashi, vous vous êtes aussi imprégné. C'est quoi pratiquement quelques éléments de votre possession par rapport à la gestion et tout ça, une sorte de cacophonie, on ne sait pas, et puis voilà. Vous, en tant que député national, qu'est-ce que vous rassurez à la population? Merci que la question me soit posée en tant que député national. Et en tant que député national, je peux vous dire que nous sommes dans la séparation de pouvoirs. Je suis du pouvoir législatif et le maire de la ville a une autorité hiérarchique dans le pouvoir exécutif qui est le VPM. À ce jour, le VPM est dans nos murs, il est dans la ville de Lubumbashi. Nous espérons qu'avant son départ, une décision sera prise et nous serons nous tous mis au parfum par rapport au devenir, par rapport à l'avenir de notre ville. Alors, pour l'instant, retenons c'est que l'autorité hiérarchique, alors, le maire de ville, parlons, honorable. Nous avons un maire intérimaire nommé par un arrêté du ministre de l'Intérieur et nous avons un maire adjoint ou une maire adjointe qui est en fonction, qui n'est pas démis de ses fonctions et la ville peut être mieux gérée. Honorable, alors ma question c'est justement parce que ça, le volet parlementaire, député, vous en parlez, mais maintenant parlons un peu en tant qu'intellectuel et également habitant de Lubumbashi. Cette question devrait être tranchée sur base de la justice, l'arrêt de la justice, l'action de la justice, ou bien sur base maintenant de considérations politiques par rapport à ce qui se passe. C'est quoi la sagesse, d'après vous, pour que nous puissions nous retrouver dans une situation confortable? Il n'y a pas jusque-là un arrêt de justice rendu par rapport à cette question. Il y a eu une ordonnance du juge
en quelque sorte qu'il y ait une ordonnance sur des mesures conservatoires. Et cette ordonnance demande à ce qu'il y ait sursis à exécution par rapport à l'arrêté du VPM nommant un maire ad interim. Et la question, c'est une question de droit qui se pose. Lorsque l'huissier de justice vient pour exécuter l'ordonnance qui demande à ce qu'on sursoie à exécution, est-ce que l'exécution avait déjà eu lieu? Et là, tout juriste va vous répondre. Lorsque l'exécution a déjà eu lieu ou est en cours d'exécution, vous chutez déjà l'arrêter. Donc, à ce jour, il y a une décision de justice, oui, mais cette décision arrive en retard alors que l'arrêté a déjà été exécuté. Donc, nous attendons que le Conseil d'État se prononce. Quant au fond, ce n'est que le Conseil d'État qui peut cette fois-là annuler l'arrêté nommant honorable. À ce jour, contrairement à ce que l'opinion soutient, il n'y a pas une décision de justice qui annulerait l'arrêté du VPM qui nomme un maire ad interim. Honorable Jean-Louis Kalambang-Guindou, nous rappelons que vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de Lubumbashi. Vous êtes fondateur de ADEFAT. Merci d'être passé sur ces plateaux de Face à la Presse. C'est moi qui vous remercie. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, chers confrères. Merci également à honorable Jean-Louis et merci à tout le monde qui nous a regardés. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.